Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier numéro d'Une nuit au jeu consacré aux Jeux paralympiques et c'est tout de suite. Et sont avec moi Charlotte et Bastien, salut à vous deux. Salut. On va commencer par les moments forts de cette nouvelle semaine paralympique. Charlotte, quel a été ton moment clé de la semaine ? Moi je parlerai plutôt au global. J'ai apprécié vraiment cette semaine-là, c'est celle que j'ai le plus suivie des Jeux paralympiques en tout cas. Donc j'ai eu l'occasion de voir pas mal de sports et du coup de découvrir aussi des sports que je connaissais pas paralympiques. Et voilà, donc j'ai apprécié toute cette semaine au global. Ta part, Bastien ? Moi ce serait plus le judoka, c'était avant-hier si je dis pas de bêtises, ou hier. Cyril Jouard, j'ai oublié honnêtement la catégorie de poids, mais il a mis une ambiance exceptionnelle sur le tatami et malgré qu'il soit sourd pratiquement à 100% si je dis pas de bêtises, il a su être connecté avec le public et mettre une ambiance assez folle, donc c'était vraiment cool cette médaille. Et autre moment fort de cette semaine, ça a été évidemment le cécifoot où on a pu avoir l'une à la victoire avec la médaille d'or. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance de nos Français ? C'était cool parce qu'en plus en ce moment le football français, surtout côté valide, il n'est pas non plus au maximum de ses performances, mais là du coup l'ambiance était vraiment cool. On sent vraiment dans le stade le respect pour les différents athlètes et en vrai la séance de penalty était très stressante et tout, donc heureusement que ça s'est fini quand même de notre côté. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le match aussi, il y avait beaucoup de suspense, donc c'était très sympa à regarder. Je connaissais pas trop non plus le cécifoot, donc c'est aussi bien de pouvoir découvrir ce type de sport-là à l'occasion des Jeux paralympiques. Et c'était aussi une affiche contre l'Argentine, donc c'est un peu une affiche phare du foot en général, donc c'était bien. Et justement, Bastien, quelles sont un peu les règles qui changent par rapport au foot valide ? Donc du coup, ils sont 5 joueurs, donc 4 joueurs malvoyants ou complètement aveugles, mais voilà, avec le masque, ils sont tous égalisés. Et le gardien, lui, est voyant. Et justement, c'est un peu quand même un travail d'équipe entre les deux équipes, parce que les gardiens voyants doivent quand même se signaler pour pouvoir permettre quand même toujours à l'équipe adverse de pouvoir toujours se diriger constamment vers les cages. Et le ballon, lui, il a des petites clochettes dedans, à l'intérieur du cuir, pour toujours pouvoir se situer par rapport à la balle. Il y a des guides aussi autour des terrains, afin de diriger les joueurs, être sûr que tout le monde va bien dans le sens du jeu, quoi. Et on a pu constater avec la séance de penalty que c'est 3 penalties à tirer, et donc à 2 penalties d'écart, c'est l'équipe qui met le plus de pénalty qui l'emporte, et c'est demi-temps de 10 minutes si je dis pas de bêtises. Donc un jeu plus court qu'au foot classique. Ouais. C'est pas le même terrain aussi, c'est un terrain beaucoup plus petit. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant justement de voir le silence aussi qui peut avoir lieu pour que les joueurs puissent entendre effectivement les clochettes qui sont dans le ballon. Ce qu'on disait un peu pour la boccia, c'est ça, c'est exactement la même chose, ce qu'on expliquait du coup la semaine dernière ensemble. Et il y a aussi un couple qu'on voulait mettre à l'honneur dans ces moments forts de la semaine. C'est le couple olympique-paralympique avec Tara Davis et Hunter Woodhall, si je le prononce bien, c'est ça que tu voulais notamment mettre à l'honneur. Ouais, on en a pas mal parlé cette semaine. C'est un couple du coup qui fait de l'athlétisme, pardon. Donc Tara, elle fait du saut en longueur. Et Hunter, il fait de la course, du sprint, 200 mètres, je crois, c'est ça. Et donc, il y a quelques semaines, Tara avait remporté la médaille d'or au saut en longueur. Et ça avait beaucoup... on avait beaucoup parlé de leur histoire à tous les deux, du coup, puisque après elle l'avait sauté dans ses bras quand elle avait gagné, tout ça. Donc, on avait expliqué leur histoire. Et ça fait un peu le lien, du coup, entre... le paralympisme et l'olympisme, un peu de manière romantique. Donc c'est assez beau comme histoire. Et du coup, lui, il a gagné là, la médaille d'or aux 200 mètres. Et donc, il y a eu la même image où il l'a pris dans ses bras, etc. Donc c'était voilà, juste la belle histoire. Ouais. Un peu moins romantique, c'est la réaction de Nantenan Keita après sa défaite cette semaine, c'était vendredi. En 200 mètres, il me semble, en athlée.
où évidemment elle était très triste après sa défaite où elle est arrivée en 6e place. Comment vous avez un peu senti sa course et est-ce que vous trouvez que c'est une déception ou au contraire il faut un peu relativiser cet aspect déception? Pour moi ça reste quand même à relativiser parce elle est en finale de Jeux paralympiques. Elle finit 6e, donc on peut la classer dans les 6 meilleures sprinteuses de 200 mètres dans sa catégorie. Donc c'est du monde, donc c'est quand même extraordinaire. Je pense qu'elle ne fait pas la meilleure course possible et c'est là-dessus où je pense elle était très déçue d'elle-même dans le sens où elle finit quand même à plus de 2 secondes de la première ou 3 secondes, ce qui est quand même beaucoup à ce niveau-là. Donc je pense qu'elle-même espérait mieux, mais voilà, 6e à 39 ans en finale paralympique, c'est déjà extraordinaire. Donc pour moi, non, elle n'a pas de regret à avoir. Bah oui, c'est déjà une belle performance de s'être qualifiée en finale. Surtout que le niveau était quand même assez élevé, donc c'est déjà une bonne chose. Puis après, il faut savoir que les réactions qu'on a aussi, c'est des réactions qui sont vraiment à chaud. C'est l'interview juste après la course où elle vient juste de perdre la course de sa vie. Donc c'est un peu à relativiser à ce niveau-là aussi. C'est pas forcément représentatif. Peut-être que dans quelques jours, je pense qu'elle relativisera vachement plus sur sa performance et qu'elle réalisera que c'était quand même une belle course. Alors évidemment on parle de ce moment un peu de déception, mais il y a évidemment eu des moments de fête durant cette semaine avec de nombreux records du monde. Qu'est-ce que vous avez ressenti de ces records du monde et est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont été battus durant cette semaine? Moi ça m'a quand même marqué en athlétisme, j'ai l'impression que je regardais une course et qu'à chaque fois le record du monde était battu. Donc j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant et je pourrais peut-être l'expliquer, après j'y connais pas grand chose en record du monde, mais je pourrais peut-être l'expliquer par le fait que le paralympisme se développe de plus en plus et donc il y a de plus en plus de moyens qui sont mis pour les athlètes et dans les infrastructures, etc. Donc ça explique aussi que chaque Olympiade ça s'améliore en fait et voilà. Moi, je voulais juste. Il me semble qu'ils avaient vraiment construit, pour rajouter en athlétisme, ils avaient vraiment construit une piste pour essayer d'avoir le maximum de records du monde. C'est un revêtement qui fait que les athlètes gagnent un peu plus en vitesse, en force, etc. Au final, ça ne s'est pas vu tant que ça sur les Olympiades, mais beaucoup plus chez les Paralympiques. Donc, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui ont les prothèses là, en forme de spatule, peut-être que eux, ça leur ajoute encore plus. Donc, c'est possible. Après, je pense Charlotte, elle a raison. C'est surtout la densité. En fait, il y a de plus en plus d'athlètes qui s'engagent. Donc, forcément, ça élève le niveau et ils deviennent tous de plus en plus forts. Donc, c'est fort probable qu'aux prochaines Olympiades à Los Angeles, on ait aussi pas mal de records qui tombent. On espère surtout des records pour nos Français dans 4 ans. Et d'ici là, évidemment, on a pu suivre hier soir la cérémonie de clôture qui s'est déroulée avec notamment nos 2 porte-drapeaux. Il y a eu Aurélie Aubert et Tanguy de la Forêt. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce choix de nos porte-drapeaux pour cette cérémonie de clôture? C'est 2 athlètes qui ont marqué les Jeux parce qu'ils ont remporté tous les 2, chacun une médaille d'or. Aurélie, c'était en boccia du coup et c'était la première fois qu'il y avait une médaille d'or dans cette discipline pour la France. Donc je pense que c'est bien représentatif de ces Jeux paralympiques et de montrer des sports différents, des athlètes aussi différents. Du coup pour Tanguy de la Forêt, je le connaissais pas vraiment, mais c'est un des premiers je crois qui a fait une médaille dans ces Jeux. Je crois que c'était en première semaine. En tir direct. Je peux rejoindre Charlotte là-dessus. Tous les 2 ont fait minimum 2 JO, 2 Jeux paralympiques. Les 2 rapportent la plus belle des médailles. Ils sont tous les 2 bien classés dans leur classement respectif. Aurélie Aubert peut-être d'autant plus parce qu'elle a procuré énormément d'émotions par rapport à quand elle a gagné, elle ne savait pas trop si elle avait gagné, etc. Et d'un coup, elle explose de joie avec ensuite. Et du coup, on a vu une belle cohésion entre elle et le public au Club France où, encore une fois, elle a laissé éclater toutes ses émotions et c'était vraiment, vraiment cool à voir. Donc, cette communion avec le public, c'est aussi important, je trouve, d'en avoir chez nos porte-drapeaux. Donc les 2 méritent. Peut-être qu'on aurait pu avoir aussi d'autres athlètes qui méritent aussi leur place. C'est ça, c'est compliqué. Je pense qu'ils méritent tous dans tous les cas. Donc. Mais les choix ont été bons pour moi. Donc du coup une fin des Jeux paralympiques, la fin de Paris 2024 aussi, déjà finie après on va dire ces 2 mois intenses et de ferveur au sein de Paris. Donc on va faire un petit peu le bilan de ces Jeux paralympiques.
Tu parlais de l'ambiance avec les athlètes et la ferveur avec nos athlètes français. C'est vrai que c'est quelque chose qui était assez significatif, je pense. Et on s'attendait, je sais pas, vous allez me dire si vous attendiez justement à autant de ferveur de la part des spectateurs. Tu parles pour les Jeux paralympiques ou Exactement, pour les Jeux paralympiques. Ouais. Je m'attendais, en tout cas en première semaine, peut-être même à plus. Sauf que le problème, c'est que les gens rentraient de vacances, le travail, c'est la rentrée. Donc en semaine, c'était des fois, c'était assez disparate en fonction des épreuves et des lieux. Comme en athlétisme, on a vu des fois certaines parties des tribunes un peu vides. Donc là-dessus, je trouve ça un peu dommage pour les athlètes. Mais sinon, en week-end et même là, globalement, cette semaine, il y a pas mal d'écoles qui ont réussi à avoir des places sur des épreuves, etc. J'ai le souvenir en tennis où du coup les tribunes étaient remplies et c'était vraiment sympa pour les joueurs et les joueuses. Donc ils auraient peut-être mérité d'avoir encore plus de stades pleins. Comme en boccia, Elena nous avait dit qu'il n'y avait pas eu tant de monde que ça malheureusement. Après des fois c'est des sports qui sont un peu moins explosifs, clinquants on va dire à voir à l'œil nu. Voilà, je pense que la médiatisation de ces Jeux paralympiques vont beaucoup jouer en tout cas sur les prochaines éditions et ça peut que progresser. Oui, je pense que c'est surtout une question de popularité de certains sports qu'on ne connaît pas vraiment. Donc après, pour aller acheter des places, etc., il faut quand même connaître un petit peu, à part si on a vraiment envie de découvrir un nouveau sport. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une super ambiance pour les Jeux paralympiques. Je ne m'attendais pas forcément à ça. J'ai pas trouvé qu'il y avait tant de sièges vides que ça. Après, peut-être qu'à la télé, ça se voit moins qu'en vrai. Ouais. Je pense qu'ils essayent un peu de voir les angles, etc. Mais j'étais assez surprise de l'ambiance, notamment hier soir pour... je sais pas si c'était hier soir du coup. Avant-hier soir. Notamment avant-hier soir pour le CC Foot, où il y a vraiment une ambiance de fou dans les tribunes. Ouais. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je pense que tu le disais, c'était disparate entre les épreuves. Et c'est vrai que moi par exemple j'ai pu assister au basket. Et là forcément on est sur un sport qui est très populaire, avec de nombreuses animations pendant les mi-temps, ce genre de choses. Et donc forcément on retrouve cet esprit fédérateur. C'est des sports en plus qui sont assez connus malgré tout. C'est vrai que par contre sur des sports qui sont, comme tu le disais, la boccia avec l'exemple d'Elena qui nous en a parlé dans le dernier numéro, on est sur des sports peut-être là où on peut essayer de créer autour des animations plus importantes, plus conséquentes, pour attirer plus les foules et dynamiser un peu plus les spectateurs. Je pense que c'est ce qui peut être nécessaire, on va dire, pour les prochains jeux sur des sports. On en avait parlé à la dernière émission. Le problème de la boccia, c'est que c'est un sport qui ça ressemble à la pétanque. Donc c'est un sport qui demande énormément de concentration. Ils lancent pas leur boule toutes les 5 secondes. Ça a énormément de précision. Donc faut pas qu'il y ait trop de bruit. Ils prennent le temps de lancer, de se préparer en fonction de l'angle où ils veulent lancer, etc. Donc il va falloir que, je sais pas, la fédération de boccia trouve quelque chose pour créer de l'événement. Parce que tu as pris l'exemple du basket, mais le basket ça fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Et en plus tu as un speaker qui dit allez, on machin pour la défense, pour on attaque, etc. Donc forcément ça met tout de suite le public dedans. Et en boccia, déjà Elena elle avait dit, le speaker il était un peu mou, etc. Forcément ça aide pas et tu te dis boccia, prochain jeu paralympique, laisse tomber, j'irai peut-être voir le basket ou la natation. Donc il va falloir arriver à créer de l'événement et de ce sentiment de joie et de dynamisme pour rapporter des gens dans les tribunes. Carrément, et je pense que malgré tout les athlètes étaient tous contents. C'est vrai que dans les interviews on a pu le voir, ils étaient quand même je pense étonnés même de se sentir autant soutenus par le public français. Et c'est vrai que ça faisait peut-être chaud au cœur aussi pour eux et ça les a poussés jusqu'à arriver avec ce nombre de victoires et de médailles qu'on a pu voir. Je pense que c'est quelque chose aussi qui était important de le voir. Et même, tu le disais, à l'un d'entre vous, on parlait du nombre de spectateurs. C'est vrai qu'au niveau des stades, il y avait encore quelques places sur des épreuves, notamment du coup, les moins qui attirent le moins. Mais on était quand même sur un grand nombre de spectateurs qui étaient présents pendant ces Jeux. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de se dire les Paralympiques arrivent petit à petit à attirer. Et ça ira peut-être encore plus loin d'édition en édition. Après, aussi, je pense que les athlètes étaient un peu choqués parce que déjà, dans leur compétition habituelle, tout au long de l'année, ils n'ont pas forcément beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier que tous ceux qui avaient fait les précédents JO, c'était sous Covid. Donc là, c'était vidissime.
Donc ça a dû faire un choc quand même pour certains. Et aussi le jeu des médias. Hein. Les médias ont fait leur travail de promotion tout autour des Jeux Olympiques puis des Paralympiques. Donc tous ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'assister à des épreuves de Jeux Olympiques, ils se sont dit go aller faire des paras, etc. Et au final, tout le monde a voulu participer à ce grand événement que sont les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et c'est aussi pour ça qu'on a, je pense, assisté à énormément de scènes de joie et de liesse et de communion entre les sportifs et les spectateurs. Bah oui, je pense que les Jeux Olympiques ont ramené des spectateurs aux Jeux Paralympiques. Parce que je pense que les personnes qui n'avaient pas pris de place forcément pour les Jeux Olympiques ou qui n'avaient pas eu l'occasion d'en avoir ont eu un peu ce sentiment d'avoir loupé quelque chose. Et ont eu envie de se rattraper avec les Jeux Paralympiques. Donc je pense que du coup, ça confirme que c'est peut-être une bonne chose de laisser les Jeux Paralympiques après. Complètement. Et c'est vrai que pendant que ce soit les Jeux Paralympiques ou les Jeux Olympiques, les bénévoles aussi ont permis de créer cet engouement et ils étaient tous à fond. Comment vous avez trouvé justement nos bénévoles français? Ils ont été, j'ai eu l'occasion d'aller à 3 épreuves, donc ils sont vraiment tous vraiment cool. Certains ont des mégaphones, etc. Ils viennent chauffer la foule même quand ils font 3 heures de queue. Donc ça c'est vraiment cool. Ils étaient quand même assez libres de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent pour justement embringuer la foule et créer justement ce sentiment de joie, de danse, etc. Donc ça c'était vraiment bien. Donc je pense que c'est que du positif, même pour tous les visiteurs étrangers, etc. Ça donne une belle image de l'événement. Moi j'ai pas eu l'occasion du coup de voir une épreuve en vrai. Mais c'est vrai qu'à la télé, on voit déjà qu'ils sont contents d'être là en fait. Ils sont tous souriants, ils sont contents d'aider. Donc c'est agréable à voir et je pense que c'est vraiment une réussite à ce niveau-là aussi. Carrément, ils étaient tous certains en train de danser. Moi je me souviens quand on a franchi les portes de Bercy ou de l'Arena, ils dansaient pour nous accueillir, ils avaient les mégaphones comme tu disais. Il y en a certains qui ont fait des danses pendant les épreuves. Et c'est vrai que cette ambiance-là qu'ils ont créée aussi, je pense que ça n'aurait pas été la même chose s'ils n'avaient pas eu autant de motivation. Déjà, ça crée tout de suite une ambiance de groupe. En fait, tout le monde a après envie de danser ensemble, etc., de crier ensemble, chanter ensemble. Donc forcément. Je pense même entre eux, ils ont créé du lien. Ils se voient tous les jours, on va dire un peu 24/24. Donc forcément, ça rajoute de l'engouement à l'intérieur de leur propre groupe. Et forcément, c'est contagieux avec le public. Ouais, je pense qu'ils en fait partie. C'était presque aussi une seconde mascotte un peu de ces Jeux Paralympiques, avec leurs tenues qui se vendent aujourd'hui des centaines d'euros sur Vinted. Donc vraiment, je pense que c'est... Mais je pense que c'est cet engouement qu'ils ont réussi à créer et d'être des secondes mascottes en plus de Fridge, je sais pas pourquoi j'ai pas dit ça, non. Mais qui était aussi une mascotte qu'on a beaucoup retrouvée sur les réseaux sociaux et qui a permis aussi d'avoir un symbole, on va dire, assez attrayant pour les spectateurs et qui a fait pas mal de séquences sur les réseaux. On essaiera d'en repartager dans la description de cette émission. Cette fin, c'est aussi l'occasion de faire un coup d'œil sur le tableau des médailles. On est 8e finalement de cette compétition. Bon, on aurait peut-être espéré une 5e place. On avait dit le top 5, c'était un peu l'objectif. On n'y est pas, mais je pense qu'on peut quand même être fiers de nos Français, non? Oui, totalement. Et on n'est peut-être pas dans le top 5, mais ça montre qu'au-dessus, c'est extrêmement dense. Mais beaucoup prévoyaient justement voir 70, 75 médailles ou plus. Là, on avait encore battu notre record comme aux Jeux Olympiques. Ils font plus de médailles que nos Olympiens. Donc pour moi, c'est que positif. On est allé chercher des médailles. Nos favoris sont allés chercher des médailles. Et pas mal de personnes inattendues ont eux aussi pris leur médaille. Donc non, pour moi, 8e place. Certes, on est peut-être un peu loin, mais devant, il y a des gros mastodontes comme le Brésil, la Chine, les États-Unis. Donc, je pense que ces Jeux Paralympiques vont être vraiment une des grosses bases pour construire ensuite une grosse délégation pour les années à venir. L'ambition de ces Jeux, Tony Tanguel disait lors de son discours, lors de la cérémonie d'ouverture, c'était aussi essayer d'être ambitieux et révolutionnaire sur l'image qu'on peut avoir des sportifs paralympiques. Et puis généralement sur le handicap. Est-ce que pour vous on a réussi cette ambition-là? Oui, globalement ça passait aussi quand même par justement des stades remplis et un soutien envers les athlètes et je pense que c'est réussi.
Bah après, on peut toujours faire mieux, hein, toujours remplir les stades jusqu'à la dernière place, etc. Mais pour moi, oui, c'est rempli et ça passe vraiment par les médias. Et si les médias font leur part du travail, les gens vont considérer ça comme un sport, entre guillemets, ou une pratique sportive comme les autres, comme pratiquer du tennis ou du tennis fauteuil, c'est pareil. Et on va les encourager de la même façon et on trouve ça, entre guillemets, on les met sur les mêmes piédestals. Et dans tous les cas, ça reste des grands champions. Et pour moi, ouais, c'est réussi. On peut toujours faire mieux, mais ça passe par là et on n'est que dans le progrès. Complètement. Et puis, je le disais, la médiatisation a été au rendez-vous. Ça a pu ouvrir les esprits. Et même, je pense que sur le handicap, en règle générale, à voir quelle suite ça va avoir sur le long terme et le moyen terme, voir si effectivement ça change aussi le regard qu'on peut avoir sur le handicap. Parce que c'est vrai que pendant les épreuves olympiques, pendant les épreuves paralympiques, on va forcément glorifier nos athlètes. Et le reste du temps, c'est vrai que le handicap, c'est un sujet un peu annexe, qui est un peu tabou dans la société. Et j'espère que ces jeux auront permis justement de rendre moins tabou le handicap et qu'on s'en préoccupe un peu plus pour des questions d'accessibilité, notamment dans les villes. Surtout ça, parce qu'on a vu dans Paris, il y a eu France Télé qui a fait un reportage sur un journaliste en situation de handicap qui, pour se rendre d'une épreuve à l'autre, pour lui, il avait mis 3 heures en transport, alors qu'à pied, normalement, tu pouvais faire, un trajet en 45 minutes, 50 minutes. Et lui, il avait mis 3 heures parce que les bus, des fois, ne le prennent pas, il n'y a pas assez de place, il ne peut pas prendre le métro parce qu'il n'y a pas d'ascenseur ou d'escalator qui permettent de prendre un fauteuil dedans. Donc, la ville de Paris, déjà, doit faire, eux, leur travail. Et du coup, en espérant que ça donne énormément l'exemple aux autres grandes villes. En tout cas, on suivra les évolutions de la vision globale du handicap. Est-ce que les Jeux auront permis effectivement d'ouvrir un peu plus l'attention sur le handicap et sur toutes ces questions-là. Donc évidemment, c'est la fin déjà de ce Paris 2024. Est-ce que vous êtes un peu nostalgique ? Oui, il y a forcément de la nostalgie parce que c'était quand même deux belles semaines de Jeux Olympiques et là 11 jours de Jeux Paralympiques. Donc ça a bien rempli l'été. Mais du coup, on se retrouve dans 4 ans pour les Jeux de Los Angeles. Ouais, mais du coup, c'était vraiment cool quand même d'avoir ça en France. Les derniers, c'était il y a 100 ans. Je pense qu'on peut se considérer comme vraiment chanceux de les avoir eus et de les avoir vécus. Moi, encore plus, parce que j'ai eu vraiment la chance d'avoir des épreuves. Donc, c'était vraiment une vraie expérience à vivre et j'espère pouvoir en revivre en tant que journaliste, que ce soit en France ou à l'étranger. Et les Jeux d'hiver aussi qu'on va vivre bientôt en France. Dans les Alpes, Dans les Alpes, exactement. Et c'est aussi un moment, je pense, à vivre qui va être cool. Et c'est vrai que là, c'était une super expérience pour nous, je pense aussi, de pouvoir vivre ça tous ensemble. Et justement, ça va être la fin d'une nuit au jeu. Je voulais évidemment vous remercier tous les deux d'avoir été au rendez-vous chaque semaine. Je pense aussi à Elena qui n'a pas pu être avec nous malheureusement aujourd'hui. Et on pense évidemment fort à elle. Et puis Mérélis aussi qui s'est envolée pour le Canada, à qui on pense aussi. Voilà, un grand merci à vous 4. Je vous remercie aussi vous derrière votre écran. Merci d'avoir été au rendez-vous chaque semaine, de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine pour la rentrée de Focus. Parce que Focus fait sa 9e rentrée. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer ça, ainsi que tous nos réseaux sociaux, Focus-le média. Je vous souhaite une excellente dernière nuit aux Jeux Paralympiques.